Salut à tous, on est en live et on est sur notre chaîne Femmes Inspirantes et aujourd'hui je suis avec Elsa Schalk, sénatrice du Bas-Rhin pour notre live du lundi soir, donc il est exactement 19h02, on n'est pas très en retard donc ça va. Alors évidemment avant qu'on commence, je te remercie Elsa de participer à ce live avec moi et avant. Je vois qu'on a déjà quelques personnes qui nous regardent, hein, mais avant qu'on commence, déjà, Elsa, est-ce que tu as passé une bonne journée? Très bonne, c'est toujours bien quand il fait beau et comme le ciel est tout bleu à Strasbourg, et ben parfait. J'espère que toi aussi. Ouais, ben moi j'avais plusieurs réunions sur Strasbourg aujourd'hui justement et il faisait chaud, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en voiture pour circuler, donc ça m'a un petit peu chauffé dans la voiture, mais sinon ça, je sais pas si tu prends la voiture ou le vélo d'ailleurs quand tu te déplaces. C'est une bonne question. Alors à Strasbourg, je me déplace à vélo et là maintenant, ben, depuis que je suis sénatrice, je me familiarise, on va dire ça comme ça, avec la voiture. Ben il y a pas, tiens d'ailleurs avant qu'on commence, vous utilisez pas le train? Ça m'arrive aussi, ouais, quand j'étais là il y a 2, 3 semaines à Célestat, j'y suis allée en train, mais j'avoue que là, je me déplaçais beaucoup en fait à vélo, et quand je fais mes déplacements dans le Bas-Rhin, maintenant je me déplace en voiture, et après évidemment pour aller à Paris au Sénat toutes les semaines, eh ben, je prends le TGV. Ok. Alors, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire déjà si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment à Elsa. On essaiera de toute façon de les prendre au moment où vous les posez. Et évidemment, il y aura une phase de questions-réponses à la fin pour qu'on puisse reprendre toutes les questions. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont déjà rejoints. Elsa, tout simplement, je te propose de commencer par la petite présentation habituelle. Qui est-elle? Qui es-tu? Donc voilà, en 3, 4, 5 minutes, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours académique, professionnel, tes passions, un petit peu pour réussir à mieux te connaître. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous que je ne vois pas derrière l'écran. Merci Lionel pour l'initiative et pour l'invitation. Donc je m'appelle Elsa, je suis strasbourgeoise de naissance. J'ai fait toute ma scolarité à Strasbourg. Que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit à la faculté. J'ai fait la faculté de droit. À l'époque, c'était la faculté Robert Schuman avant d'être l'université de Strasbourg. J'ai eu 2 périodes où je suis partie dans le cadre de mes études à l'étranger. Je suis partie d'abord en Allemagne, pas très loin à Stuttgart, dans un cabinet d'avocats et d'affaires franco-allemand. Et après, je suis partie à un moment au Québec. C'est des expériences qui ont été à la fois très enrichissantes de mon point de vue par rapport à mon parcours professionnel, mais aussi, et on y reviendra peut-être, dans mon parcours politique. Et j'ai fait l'école en fait d'avocat, l'école régionale d'avocats de l'Est, donc l'ERAGE, qui est à Strasbourg. Donc j'ai fait l'école ici, donc je suis avocate également au barreau de Strasbourg depuis 2015. Voilà, et puis je suis, comme dit, je suis originaire de Strasbourg. Alors mes passions, j'avoue que là pour l'instant, depuis longtemps, c'est évidemment la politique. Je suis tombée dans la marmite, si on peut dire ça comme ça, très jeune, puisque je suis notamment j'ai adhéré à l'UMP quand j'avais, je crois, 16 ou 17 ans. Donc c'était au moment du CPE, on y reviendra peut-être. Et puis ma passion, enfin le fait de pouvoir échanger avec les personnes, de pouvoir mener des projets. Et c'est vrai que de fil en aiguille, de discussion en discussion, c'est ce qui m'anime parce que c'est finalement toute la richesse, je trouve, de notre société, c'est de pouvoir mener des projets ensemble et c'est de pouvoir finalement évoluer les uns avec les autres, de pouvoir se soutenir, et c'est toujours ce qui m'anime dans mon engagement au quotidien et d'ailleurs aussi dans le métier que j'ai choisi. Alors merci Elsa pour les personnes là, qui nous ont rejoints.
Et n'hésitez pas, hein, évidemment, à lui poser vos questions à n'importe quel moment du live. Hein, on reviendra dessus. Et à la fin, on aura une phase de questions-réponses. Alors, tu en as parlé. Donc, tu parlais effectivement de tes premiers engagements quand tu étais encore jeune. On va revenir dessus. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Quelles ont été les premières choses que tu as pu faire? Et après, évidemment, pour celles et ceux qui aimeraient aussi peut-être s'engager, est-ce que tu aurais des conseils à donner quand on est jeune et qu'on veut un petit peu faire ce que tu as fait? Alors, ce qui m'a donné clairement l'envie de m'engager en politique, ça a été en fait de participer à un conseil des jeunes. À l'époque, c'était le conseil des jeunes de la ville de Strasbourg, où finalement j'avais envie de mener un projet. À l'époque, c'était le salon de l'étudiant, enfin de l'adolescent plutôt. Je me souviens, qui m'avait motivée à candidater. Et c'est vrai que le fait en fait de porter une dynamique de groupe, ça m'a toujours plu. Et à l'époque, on voulait avec notre groupe à la ville de Strasbourg monter, je me souviens, et on l'avait fait d'ailleurs, un stand de sensibilisation sur le développement durable. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, finalement, je suis arrivée en politique, sachant que ni ma mère ni mon père étaient engagés, et que souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'est parce que tes parents étaient en politique? Et ça a été vraiment l'élément qui m'a boosté. Et là où j'ai pris vraiment conscience de l'importance pour moi de militer au sein d'un parti, parce qu'il faut aussi avoir à un moment en fait cette prise de conscience. C'est pas tout que de vouloir mener des projets. J'avais vraiment envie de poursuivre mon engagement au sein d'un parti. C'est au moment en fait du CPE, des blocages étudiants, où là, je me suis dit, là, je veux vraiment pouvoir agir et pouvoir vraiment porter les idées que j'avais. Et du coup, en fait, à l'époque, je ne savais pas forcément dans quel parti je souhaitais m'engager. Et j'ai souvenir, en fait, j'avais fait le tour, notamment de plusieurs partis pour bien comprendre aussi la différence. Je devais avoir 17-18 ans, et finalement, en fait, c'est très naturellement que je me suis tournée à l'époque vers l'UMP pour porter effectivement les valeurs qui me tenaient à cœur, et à l'époque aussi l'idée de porter la voix des étudiants, puisque j'étais aussi engagée au sein de l'université de Strasbourg, enfin à l'époque Robert Schuman. Ok, super. Et donc, juste pour celles et ceux qui aimeraient peut-être suivre un petit peu tes traces, est-ce que tu aurais des conseils à donner quand on débute justement son engagement politique? Par exemple, tu disais que au début, évidemment, tu savais pas forcément vers quel parti te tourner. Est-ce que tu as eu des réflexions, tu as analysé, je sais pas, les différents programmes, etc. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui justement aussi se posent des questions sur j'ai envie de m'engager mais je sais pas où? Oui, merci. J'avais déjà oublié ta troisième question, tu vois, donc merci de me le rappeler. Non, alors en fait, je pense que la première des choses, c'est de savoir en fait ce qui nous motive et ce que l'on a envie de faire. Après, c'est la manière en fait dont on veut le faire, parce qu'il y a plusieurs façons en fait de s'engager. Ça peut être dans le milieu associatif, dans le milieu sportif, et c'est pas forcément que dans le domaine en fait politique. Mais c'est vrai que pour m'engager, enfin, j'avais ce souhait de m'engager en fait au niveau des étudiants, de m'engager au niveau de Strasbourg. Et donc, pour moi, c'était une traduction en fait assez logique de cet engagement. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est d'une part de se faire confiance, de se dire que c'est pas que pour les autres, mais finalement, si on a cette motivation et si on souhaite pouvoir rentrer dans un parti politique, adhérer, faire des campagnes, et puis finalement participer à ce que moi j'appelle être une vraie école de vie, je pense qu'il faut pouvoir se lancer, oser se lancer, ce qui est pas souvent évident, et pouvoir finalement tracer son propre chemin. Je crois qu'il n'y a pas une façon unique de faire de la politique. C'est vraiment de croire en ses convictions et finalement de trouver la meilleure façon de pouvoir participer à cet engagement. Donc je dirais aux personnes qui nous écoutent, qui veulent faire de la politique, effectivement de pouvoir franchir et d'oser franchir en fait ce pas, parce que je trouve que vraiment c'est essentiel dans notre société de pouvoir porter des idées,
porter des convictions et puis porter des projets, toujours dans le respect des uns et des autres. On peut ne pas être d'accord, mais ce qui est important, c'est aussi de faire avancer la société ensemble. En tout cas, c'est des points qui sont importants pour moi. Merci de ton retour. Alors, on va continuer justement avec ta carrière politique. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ton début d'engagement. Mais évidemment, tu as eu l'occasion, alors je parle de carrière, hein, mais tu as été forcément élu. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de quels ont été les premiers mandats que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu as pu faire justement, et quelles sont un petit peu les missions qu'on fait justement quand on est élu? Alors moi, je suis élue en fait depuis 2014. J'ai d'abord été élue au niveau en fait du conseil municipal de Strasbourg. Je suis toujours élue au conseil municipal dans l'opposition. La particularité, c'est peu de temps après en fait ma première élection au sein du conseil, je suis rentrée, je crois que c'était quelques mois après, 2 mois après, au niveau de la région, suite notamment à une démission, et je suis devenue conseillère régionale d'Alsace, puisque j'étais la suivante de liste. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivée directement avec 2 mandats, l'un dans l'opposition, l'autre dans la majorité. Et au niveau de la région où on était en responsabilité sous la présidence de Philippe Richert. Je me suis notamment occupée du Parlement alsacien des jeunes, donc cette instance représentative de jeunes, ce qui me touchait particulièrement, puisque étant moi-même issue d'une instance représentative de jeunes, je trouvais que c'était non seulement important de pouvoir suivre ce projet par toutes les valeurs que cela permet de véhiculer, mais également de voir très concrètement, lorsqu'on est aux responsabilités, lorsqu'on gère une collectivité territoriale, de voir tous les questionnements que ça pouvait supposer. Ce n'est pas tout que d'avoir un projet, encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre, il faut pouvoir en fait le suivre, et ça nécessite à la fois du temps, beaucoup d'investissement. On se rend pas toujours compte aussi du temps qui est nécessaire, mais c'est aussi de pouvoir travailler et de pouvoir mettre en place des politiques avec les agents de la région. Ça a été très enrichissant. Donc ça a été une grande partie. Et puis après, vice-présidente de la région Grand Est en charge de la jeunesse et de l'orientation, donc toujours sur des questions qui m'animent, avec une politique régionale que l'on a déclinée sous 4 axes, notamment sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes, car c'était aussi par ce biais que pour moi il était important de mettre en exergue des valeurs qui me sont chères, notamment la question de la liberté d'entreprendre, et de pouvoir finalement avoir toutes les clés en main, toutes les cartes en main en fait de sa réussite. Je dis souvent, on fait pas la place des jeunes, mais je pense que c'est important pour les élus de pouvoir aussi mettre en place des politiques qui leur permettent d'avoir finalement toutes les possibilités, et d'avoir en fait conscience et connaissance aussi de toutes ces possibilités, et également de leur faire confiance. C'était un message clé, c'est de faire confiance aux jeunes dans les choix qu'ils mènent, pas seulement des choix professionnels, mais également en fait par rapport à leurs choix personnels, le cadre de vie, les accompagner dans les différentes phases de leur vie, notamment sur la question clé du logement. Donc pour moi, ça a été une mission qui a été très enrichissante, parce que j'ai vraiment pu c'était avant la période Covid, mais pouvoir aller au contact de jeunes avec différents profils au sein de la région, et tous animés par cette volonté de bien faire. J'ai été vraiment à chaque fois surprise par le nombre de projets, par cette fougue d'aller toujours plus loin, et c'est pour ça que je réponds toujours avec enthousiasme aux initiatives qui sont portées par les jeunes. Et je crois que notamment ce live que tu
initie depuis quelque temps de femmes inspirantes est également un exemple, parce que je trouve que c'est vraiment important. Et puis là, dans le cadre de mon parcours, depuis septembre dernier, sénatrice du Bas-Rhin, et c'est vrai que c'est une mission que je découvre au fur et à mesure, pour laquelle je souhaite vraiment pouvoir porter la voix des élus du Bas-Rhin, puisque le Sénat, c'est le représentant aussi des collectivités territoriales. Et dans le cadre de mon parcours, et j'insiste là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années d'engagement, beaucoup d'années aussi de travail, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance de pouvoir être accompagnée et aussi épaulée par des élus qui m'ont fait confiance. Le premier est Philippe Richert, qui m'a permis de rentrer en politique et qui m'a fait confiance alors que j'étais jeune responsable à l'époque de l'UMP. Et après, de fil en aiguille, et là, notamment sur cette dernière élection, Claude Kern et Guy-Dominique Kennel, les deux sénateurs sortants, qui effectivement m'ont fait confiance par rapport à ce mandat-là. Donc, c'est aussi, je pense, une des valeurs qui, pour moi, est importante, c'est la loyauté en politique, et c'est aussi la reconnaissance d'élus qui font confiance et qui ont fait confiance à des jeunes élus, voilà, pour les élections. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Avant qu'on enchaîne un petit peu sur le Sénat, vu que tu en parlais, je reviens juste rapidement justement sur la ville et la région. Donc c'est vrai que chaque collectivité un petit peu a ses domaines. Est-ce que rapidement tu peux présenter quels sont les domaines que la ville a et quels sont les domaines que la région a pour que les gens comprennent un petit peu en fait à quoi ça sert? Oui, alors c'est très important parce que souvent on se rend compte, notamment au moment des élections, que c'est par un moment assez confus dans le champ de compétences des actions et des politiques en fait publiques qui sont menées. Au niveau en fait de la région, l'une des principales compétences, c'est la compétence évidemment économique, avec l'ensemble des soutiens à la filière, aux différentes d'ailleurs filières économiques et des acteurs de territoire et des acteurs évidemment des entreprises au premier chef. C'est également toute la question en fait de la gestion en fait des lycées au niveau en fait de l'éducation. La région est compétente en matière en fait des lycées. Vous le savez, au niveau du département des collèges, et au niveau des communes, ce sont les écoles. Il y a également la compétence en matière de mobilité, plus globalement, notamment au niveau de la région des TER. Et après, il y a, donc ça c'est des compétences et des compétences que l'on dit notamment en propre. Et puis après, il y a des compétences partagées qui concernent toutes les collectivités en fait territoriales. Par exemple, jeunesse que j'ai pu suivre, c'est aussi une compétence partagée. Vous verrez des politiques jeunesse menées par le département, par la région, par les communes. La région s'était vue reconnaître le chef de fila de ces politiques, c'est-à-dire en fait de pouvoir en fait tout mettre en musique comme un chef d'orchestre par moment. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que voulait dire chef de fila, et par moment c'est pas forcément simple, mais c'est vrai que c'est une question clé par rapport aux compétences. Et la ville, là aussi, il faut distinguer entre la ville, mais également en fait l'Eurométropole de Strasbourg, ou également au niveau en fait des communes, les EPCI, c'est-à-dire les communautés en fait de communes. Et là, on est plus sur des problématiques évidemment du territoire qui concernent la commune en question. J'ai beaucoup, notamment, je tourne beaucoup maintenant dans les communes du Bas-Rhin à la rencontre et à l'écoute des maires et des équipes municipales. Et c'est vrai qu'il y a souvent en fait des problématiques et des questionnements qui peuvent se poser sur des compétences en fait très directes, sur toutes les politiques que peuvent mettre en place un maire, notamment en matière en fait de développement durable. C'est évidemment tout l'aide qui peut être aussi apportée au niveau en fait des
des commerçants. On a plus de problématiques aussi sur la question de la sécurité, la question en fait de la propreté, la question en fait du périscolaire, la question évidemment, comme je le disais tout à l'heure, en fait des écoles. Ça peut être aussi les questions d'éclairage public. Et par moment, chacun dans ses compétences, il peut évidemment aussi y avoir des liens entre les différents échelons territoriaux. L'important, c'est que les politiques publiques puissent être efficaces, que chacun puisse opérer en fait sur son domaine de compétences en complémentarité et que ça se fasse en bonne intelligence. Par moment, on voit que le système est souvent et par moments compliqué, même compliqué en termes de lisibilité, pour aussi comprendre qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Super. Bah ça tombe bien que tu finisses avec cette phrase, puisque justement on va parler du Sénat, puisque comme tu l'as dit, hein, tu es devenue sénatrice du Bas-Rhin, et effectivement c'est vrai que les gens généralement connaissent l'Assemblée nationale. Alors voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton intégration dans le Sénat et un petit peu expliquer aux gens, au final le Sénat ça sert à quoi? Oui, alors c'est vrai que souvent on connaît plus l'Assemblée nationale, mais notre Parlement est composé de deux chambres, donc l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat. C'est la force et l'intérêt en fait du bicamérisme, de pouvoir reposer sur deux chambres. La distinction première du Sénat et des sénateurs, c'est que on est élu au suffrage indirect, c'est-à-dire par toute la population, mais par ce que l'on appelle en fait les grands électeurs, c'est-à-dire en fait les personnes qui sont d'ores et déjà élues. Donc ce sont principalement les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et évidemment les maires avec à leur adjoint ou des personnes qui désignent au moment en fait des élections. Nous sommes 348 sénatrices et sénateurs au Sénat et c'est ce que l'on appelle en fait finalement la Chambre des représentants, enfin des collectivités territoriales, parce que nous sommes élus par les élus locaux et que c'est la voix finalement des territoires. Alors c'est vrai qu'on a peut-être moins tendance à regarder ce qui se passe au Sénat ou du moins avoir peut-être un coup de projecteur moins important parce que d'une part lorsqu'il y a des projets de loi qui arrivent de la part notamment du gouvernement, puisqu'il y a la distinction projet de loi, proposition de loi. Projet de loi, c'est lorsque ça vient du gouvernement. Proposition de loi, c'est lorsque ça vient des parlementaires. Et ben, lorsque les projets de loi arrivent, ça passe d'abord à l'Assemblée nationale, puis après au Sénat. Donc évidemment, on est peut-être en décalage par rapport à l'actualité. Là, on vient seulement de voter le projet de loi sur la question des principes républicains. Et vous avez vu l'actualité où on a beaucoup parlé de la loi climat qui a été adoptée en fait par l'Assemblée nationale. Ça arrivera au Sénat courant mai, courant juin. Donc ça, c'est le premier élément. Et aussi parce qu'effectivement, on a moins, on n'est pas élu par toute la population, mais par les acteurs, les élus locaux. Mais on a exactement les mêmes missions finalement que les députés, à savoir contrôler l'action du gouvernement, évidemment participer à la loi, c'est-à-dire soit l'initier, soit l'amender, c'est-à-dire modifier des dispositions réglementaires ou des dispositions législatives et puis évidemment pouvoir participer à tout ce qui est action de contrôle. Alors, est-ce que tu as peut-être des informations à donner au niveau du Sénat un petit peu pour expliquer plus concrètement le fonctionnement? Alors oui, alors donc le Sénat. Alors très concrètement, moi je suis par exemple sur Strasbourg en règle générale le lundi, vendredi et le week-end. Je suis sur Paris le mardi, mercredi et des fois du mardi au jeudi. On siège donc en séance en fait publique, donc dans l'hémicycle du Sénat. On est les 348 sénateurs répartis en différentes commissions en fonction des thématiques. Moi, je
je suis membre, par exemple, de la commission culture, éducation et communication. Donc, tous les textes de loi qui concernent d'une manière ou d'une autre ce domaine, en fait, de thématique passent par la commission. Mais au-delà des textes de commission, nous sommes amenés à voir tous les textes et à pouvoir, en fait, intervenir sur tout sujet en séance publique. Donc ça, c'est une des grosses activités, puisque la commission peut se réunir plusieurs fois en fait par semaine avec des auditions, c'est-à-dire en fait que les parlementaires et les sénateurs auditionnent des personnes pour nous donner aussi un éclairage de profession sur les textes de loi qui vont arriver, de pouvoir en fait éclairer en fait les débats également en séance et pouvoir faire notre travail de parlementaire, à savoir qu'est-ce qui est le plus judicieux, quelle orientation il faut prendre, et est-ce qu'il y a lieu d'amender la proposition de loi, le projet de loi, c'est-à-dire de le modifier, de le supprimer, enfin tout ce qui peut d'une manière ou d'une autre orienter la loi. Donc ça c'est le premier point, ce sont les commissions. À côté, il y a des délégations. Donc moi, je fais partie de la délégation aux droits des femmes, qui là n'est pas saisie en tant que telle par des textes, mais qui est amenée également à rendre un certain nombre de réflexions, de rapports, pour pouvoir faire évoluer les mentalités. On sait que beaucoup de choses, en parlant du droit des femmes, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, a été fait, mais il reste encore beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer justement les mentalités. Et c'est une délégation avec toutes tendances confondues qui se saisit de sujets. Ça a été la question des violences conjugales, ça a été la question d'une préoccupation en fait des femmes en situation, enfin en milieu rural, pour savoir s'il y avait des problématiques plus spécifiques. C'est aussi la question en fait des rémunérations, par exemple, que nous sommes en train de d'évoquer. Tout ça est destiné finalement à pouvoir faire des points d'étape et d'amélioration en vue d'élaborer un projet de loi, une proposition de loi en l'occurrence, et de pouvoir faire évoluer les choses. Et après, la deuxième délégation à laquelle je fais partie, c'est la délégation aux affaires européennes. Bien évidemment, en tant que strasbourgeoise, il était important pour moi de pouvoir faire partie de cette délégation, de pouvoir intervenir notamment lorsqu'il est question de Strasbourg, de la place de Strasbourg en tant que capitale européenne. Je reviens justement d'un rassemblement avec les élus alsaciens à l'initiative du président du département, enfin de la CEA, Frédéric Guéry, où nous nous sommes tous mobilisés devant le Parlement européen pour appeler au retour des sessions plénières du Parlement à Strasbourg, conformément au traité. Ça fait plus d'un an que le Parlement européen ne s'est pas réuni et que les eurodéputés ne sont pas venus dans la capitale européenne. Donc ça, c'était effectivement une mobilisation, et ça a fait par exemple l'objet de ma première question au gouvernement, qui est un temps fort que vous pouvez regarder notamment sur la chaîne parlementaire, donc Public Sénat. C'est tous les mercredis après-midi. Au Sénat, nous avons les questions au gouvernement toutes les semaines à partir de 15 heures, où quels que soient les sénateurs de toutes les tendances en fait politiques posent des questions au gouvernement. C'est vraiment dans le cadre de notre action justement de contrôle du gouvernement, et ça peut être sur tout sujet. Généralement, c'est sur des sujets d'actualité. Ok, super. Alors, on va un petit peu continuer. Alors, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. On n'a pas eu l'occasion d'en parler quand on a fait un petit peu la prépa, mais bon, je pense que de toute façon, tu es prête. Et pendant le confinement, donc c'est vrai que c'est une question que je pose toujours aux invités, hein, puisque c'est toujours un petit peu en cours. Donc ça fait un peu plus d'un an que ça a commencé. Donc là, c'est comment est-ce que toi tu as vécu justement cette période, enfin le premier, le deuxième, le troisième de confinement, en plus en étant quand même dans sénatrice et dans la politique. Donc le fait quand même aussi de prendre des décisions. Est-ce que personnellement déjà tu l'as vécu, ça t'a affecté, et professionnellement comment est-ce que tu le vis aussi?
Alors, c'est vrai que, alors bon, je distinguerai les deux, enfin les trois confinements parce que ma situation également a évolué, que le confinement, enfin, n'avait pas la même forme. Lors du premier confinement, j'étais pas encore sénatrice. J'avoue que j'ai été particulièrement marquée par les bruits et c'est ce que je retiens en fait de cette période, des hélicoptères qui passaient quotidiennement sur Strasbourg. Et le fait que finalement, c'était en fait une période où je pense qu'on a tous euh, été, enfin particulièrement par moments totalement scotchés de cette période et de ce qui en fait nous arrivait presque en fait du jour au lendemain. Donc c'est vrai que je pense qu'on a été très nombreux à être dans un moment, même des périodes assez anxiogènes, d'être chez nous et de pas savoir, parce qu'à l'époque on savait même pas quand on faisait les courses, enfin qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc ça a été un point qui a été particulièrement compliqué. Moi j'avoue que effectivement le fait d'être à l'intérieur pendant en fait 2 mois dans mon appartement à Strasbourg, je me souviendrai, je crois toujours, la première fois où j'ai revu un arbre et où j'ai pu effectivement sortir. J'avoue que je suis pas sortie beaucoup, enfin même pour utiliser, je sais plus ce on avait 1 heure ou on avait, je sais plus même combien de temps, parce que pour moi c'était quand même, enfin je préférais rester à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça a été à titre personnel. Quand bien même, voilà, j'ai vraiment vécu cette période de manière anxiogène comme beaucoup de personnes. Et c'est vrai que notre région a été particulièrement touchée, on le sait, et particulièrement concernée. Après, au niveau en fait de mon activité en tant que telle, en tant qu'avocate, c'est vrai que même le tribunal était fermé, si ce n'est en fait pour les affaires en fait urgentes. Et au niveau en fait de la région, on avait évidemment tout en visio, de telle manière évidemment à pouvoir poursuivre l'activité. Donc là, ça a été lors du premier confinement. Lors du deuxième et du troisième confinement, la situation était en fait différente, puisque en tant que parlementaire, l'activité continue bien évidemment, et notamment en fait les votes de la loi. Donc c'est avec un déplacement à Paris en fait toutes les semaines pour tenir séance et pouvoir être présente. Mais c'est vrai que l'on a notamment une personne sur deux lors enfin en hémicycle, ce qui fait que on n'a pas notre voisin et la plupart du temps, notamment les commissions, se font en présentiel et en visio, ce qui fait qu'on a cette possibilité de pouvoir être en visio. Mais aussi la particularité, c'est que finalement, avec les masques et avec la distance, c'est vrai que même après 5-6 mois au Sénat, je me rends compte qu'un certain nombre de collègues que je ne les connais pas forcément, ou du moins que certains, je ne les ai jamais vus d'ailleurs sans masque. Donc c'est une activité qui est évidemment toute particulière en raison évidemment de la situation sanitaire que l'on connaît. Ok, merci. Alors, on est déjà à presque 33 minutes de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Non, non, mais j'attends les questions. Oui, alors, ben justement, on arrive un petit peu à la phase de questions-réponses. Alors, si jamais, évidemment, vous avez des questions à poser, hein, n'hésitez pas, on les prendra pendant qu'on a encore le temps. Alors, on n'a pas une question, mais on a Mona qui disait que apparemment, elle te suit depuis longtemps et que et elle te souhaite bravo. Et on a par contre une question de Gilles qui te dit bonsoir madame, quelle proposition de loi souhaiteriez-vous porter devant le Parlement? Oui, merci beaucoup. Alors déjà, merci Mona pour les encouragements. Merci Gilles pour la question. Alors c'est vrai que je me suis posé la question en arrivant, pris en fait dans un flot en fait de co-signatures, de signatures en fait de textes et de se dire s'il devait y avoir une proposition de loi, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en fait porter, sachant que une proposition de loi, je pense que ça met beaucoup de temps à être préparé et à pouvoir en fait
peut y réfléchir. Moi, j'ai peut-être en fait deux sujets. C'est d'une part comment on peut faire évoluer encore plus loin dans notre pays la question en fait de l'égalité femmes-hommes, notamment sur la question en fait des rémunérations, qui me paraît être un sujet un peu un serpent de mer où on en parle souvent, mais finalement on voit aussi que la législation et que le changement doit passer par la législation. Ça c'est le premier point. Peut-être le deuxième qui est presque dans la même veine, mais c'est vraiment de voir comment on peut accompagner encore mieux la parentalité, parce que je trouve que c'est un moment qui est important pour aussi les jeunes générations, de pouvoir accompagner l'homme et la femme dans ces temps de vie qui sont précieux. Il y a eu toute une étude qui a été menée sur, par exemple, les 1000 premiers jours de l'enfant, et je trouve que c'est, en tout cas pour moi, un temps de vie qui me paraît mériter aussi là une évolution quand on parle du congé paternité, mais au-delà de ça, le congé parental qui mérite aussi toute une réforme. Et puis après, la deuxième réflexion, c'est sur la question aussi un peu de la traçabilité des produits. Souvent, vous voyez en fait que ça a été produit en France, que Made in France, etc. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une partie finalement en fait du produit de l'échantillon qui est fait en France, et c'est de pouvoir assurer aussi cette traçabilité en fait tout le long et de pouvoir encourager la production française et dans son intégralité. Donc ça c'est deux points, mais parmi tant d'autres, parce qu'il y en aurait aussi beaucoup sur la question aussi des collectivités territoriales, bien évidemment, parce que je me rends compte à chaque fois à quel point notre société, notre démocratie est riche de ces élus locaux, des élus qui sont engagés quotidiennement pour pouvoir avancer et faire avancer les projets des communes. Et souvent, il n'y a pas souvent la reconnaissance, de par notamment la question d'un statut en fait de l'élu local, mais également aussi la protection des élus. On le voit et on l'a encore vu dans le Bas-Rhin, que des élus sont menacés et agressés parce qu'élus. Et je trouve que c'est tout simplement une situation qui est intolérable. Voilà sur le vif quelques idées. Alors, Gilles, si tu es encore là, n'hésite pas à nous dire si la réponse te satisfait, si tu as d'autres questions dessus. Moi, je rebondis justement sur la question de Gilles et ta réponse. Donc, voilà, tu as des idées de propositions de loi. Juste rapidement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel serait le chemin justement des propositions de loi pour que, on va dire, entre le moment où tu les présentes et le moment où elles seraient validées, voilà, c'est quoi le chemin exactement? Oui, c'est une très bonne question parce que souvent c'est complexe. D'une part, c'est déjà de partir d'un constat qu'il y a quelque chose qu'on veut faire évoluer et pour laquelle en fait la loi doit pouvoir changer. De là, il y a toute la partie en fait rédaction d'une proposition de loi qui est de faire en fait un constat, des motifs aussi, d'expliquer pourquoi la loi doit évoluer et après en fait de le traduire très concrètement sur des articles et sur une modification en fait des textes de loi. Et vous savez à quel point notre législation regorge de pléthore de textes. Donc c'est vrai que c'est de pouvoir travailler sur des articles. Alors une proposition de loi, et ça j'ai découvert en arrivant au Sénat, peut comprendre un article. Se dire à un moment, il y a un article et ça fait une proposition de loi. Il y a des propositions de loi qui, en fonction en fait du temps aussi, peuvent être beaucoup plus fournies et beaucoup plus complètes. Donc ça, c'est vraiment à l'auteur de la proposition de le faire. Lorsque la loi, le texte est prêt, il faut pouvoir en fait l'inscrire à l'ordre du jour. Enfin déjà l'inscrire au bureau pour que après réflexion de l'ensemble des groupes, il puisse être inscrit à l'ordre du jour pour éventuellement être débattu au niveau des commissions et être débattu en hémicycle. Et puis après, joue le rôle en fait de la navette parlementaire, puisqu'évidemment, ça passe après à l'Assemblée ou vice-versa à l'Assemblée puis après au Sénat, de telle manière à ce qu'il y ait cette procédure qui permette effectivement d'avoir les deux chambres qui statuent avec systématiquement à chaque étape la possibilité pour les parlementaires
d'amender la loi. Si l'article 1er, par exemple, dit quelque chose et qu'un parlementaire veut amender, supprimer, modifier un délai, enfin à peu près tout, il peut le faire. Chaque parlementaire a un pouvoir d'amendement. Il faut que on motive nos amendements. Donc c'est très intéressant. C'est tout le processus législatif qui prend aussi du temps à comprendre. Et voilà, c'est à peu près ça dans les grandes lignes, l'importance et ce cheminement avec cette navette parlementaire. Ok. Alors on a une question qui dit quelles sont les conditions pour devenir sénateur, sénatrice? Alors c'est une très bonne question parce que c'est une question. Les conditions ont évolué avec le temps. Généralement, il faut en fait pouvoir avoir été élu, puisque quand vous êtes sénateur, vous représentez en fait les élus et les élus locaux. Donc c'est de pouvoir en fait avoir cette expérience, en tout cas en tant qu'élu local. Maintenant, le seuil d'âge a diminué. Je rappellerai que le plus jeune sénateur, c'est, je crois, un sénateur de la Somme, PS, qui a 26 ans. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que les changements évoluent, mais parce qu'on a aussi eu de jeunes générations et des nouveaux et des jeunes élus qui ont été élus en 2014. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour la vie politique de notre pays, de pouvoir avoir cette complémentarité entre l'expérience d'élus qui ont eu un certain nombre de parcours et de responsabilités, mais également des jeunes qui ont sans doute une autre vision, une autre manière aussi de faire de la politique et de pouvoir se compléter. Donc ça, c'est effectivement une des conditions qui est importante, c'est la condition en fait de l'âge qui a été abaissée. Super. Bah écoute, on est à plus de 40 minutes de live. On n'a pas d'autres questions. Donc je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre live avec toi. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous et d'avoir partagé ton parcours et pouvoir expliquer aussi un petit peu comment fonctionnent certaines instances. Évidemment, la vidéo, elle sera disponible en replay, elle sera disponible sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez continuer de poser vos questions. Elles seront visibles et Elsa pourra toujours revenir dessus si jamais. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos spectateurs? Oui, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions. Je trouve que c'est important et bravo pour l'initiative Lionel de pouvoir aussi expliquer dans les différents champs qui sont les nôtres, et ben justement nos institutions. Le Sénat en fait partie et c'est vrai que c'est important aussi d'insister sur l'importance du bicamérisme dans notre pays, le fait justement d'avoir deux chambres, d'avoir deux lectures au niveau en fait des textes, de pouvoir en fait travailler la loi, consolider, avoir aussi une autre vision. Au niveau du Sénat, la majorité de la droite et du centre, ce n'est pas un anti-pouvoir, c'est aussi un contre-pouvoir qui nous permet en fait de pouvoir insister et de pouvoir insister sur les valeurs qui sont les nôtres. Donc c'est aussi un élément important. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à disposition, notamment sur les réseaux sociaux. Super. Bah écoute, je te remercie encore d'avoir participé avec nous. Et moi, je te dis à la prochaine pour ceux qui nous regardent. On aura sans doute dans 2 semaines un prochain live et on parlera du handicap cette fois. Voilà, donc pour celles et ceux qui s'intéressent ou qui ont envie de découvrir un petit peu tout ce qui touche au handicap, n'hésitez pas à nous suivre. Et moi, je vous souhaite un bon lundi. Il n'est pas encore 20h, donc vous avez encore le temps de prendre un apéro et d'aller manger, si jamais. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!